Aujourd'hui, pour l'émission 28, nous discutons musique traditionnelle, mais tout d'abord, agroalimentaire. Bienvenue à Studio Libre. Vous vous dites certainement que je parle souvent d'alimentation dans mon émission. Eh bien, bon, c'est parce que je suis bien nourri et j'aime le sujet. Mais pour pouvoir être bien nourri, ça prend des gens et ça prend un plan de développement. Et le plan de développement qu'il conçoit, eh bien, c'est la table agroalimentaire de l'Outaouais. J'ai avec moi sa directrice générale, Aurélie Boyer. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Et pour définir un peu, bon, on parlait un peu hors d'onde, c'est en 97 que la table agroalimentaire de l'Outaouais est née. Bon, c'est pas un meuble, même si vous en faites partie. Qu'est-ce que ça fait une table agroalimentaire? Oui, donc pour remettre en contexte là, au niveau de la création de la table agro, c'est le ministère de l'Agriculture, dans le fond, qui a initié une réflexion dans les années 90. On parlait beaucoup d'alimentation à l'époque, puis il y avait un courant de décentralisation aussi des compétences en développement économique, notamment en développement agricole et agroalimentaire dans les régions et les MRC. Puis, dans le cadre de cette réflexion-là, ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être mettre en place une gouvernance à l'échelle régionale. Puis, pour porter cette gouvernance-là, ils ont créé les tables de concertation agroalimentaire. Il y en a plusieurs au Québec. En Outaouais, c'est la table de concertation agroalimentaire de l'Outaouais. Puis, elle a été créée justement à la fin des années 90, en 1997. Au niveau de sa mission première, c'est de concerter tous les acteurs du secteur, de la production à la commercialisation, à la consommation, pour élaborer justement une planification. Puis, depuis ce temps-là, on a ajouté des nouvelles cordes à notre arc, puis on a développé aussi des mandats de promotion et de valorisation du secteur, notamment à travers la campagne promotionnelle Croquis l'Outaouais. Et donc, dans cet objectif-là, vous avez fait tout récemment, au mois de janvier, un forum bioalimentaire. Et bon, qu'est-ce que ça vous a appris? Vous avez eu des élus, vous avez eu un paquet de monde de l'industrie. Donc, qu'est-ce que ça vous a donné comme données, finalement? Donc, plusieurs choses. D'une part, le Forum bioalimentaire, c'était la deuxième étape de collecte de données en consultation publique qu'on faisait. Okay. À l'automne, on a mené des consultations publiques territoriales auprès des acteurs des MRC, donc des producteurs, des transformateurs, des intervenants. Puis, cette première collecte-là servait à documenter leurs besoins, puis leurs défis, puis leur vision aussi pour le développement du secteur dans les 20 prochaines années. Dans un deuxième temps, le Forum bioalimentaire nous permettait de présenter la synthèse qui a été faite des consultations territoriales, puis aussi de venir valider et prioriser les actions qu'on proposait à la lumière des besoins et des défis des entrepreneurs. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a fait en matinée un atelier de validation puis de priorisation des actions. On a notamment priorisé des actions en lien avec la gouvernance régionale, en lien avec la production, la transformation, la commercialisation, l'environnement et l'agro-environnement, puis aussi la santé et la sécurité alimentaire. Puis dans un deuxième temps, on a regardé comment des initiatives régionales qui répondent aux actions qui ont été abordées là, en matinée pourraient être amenées plus loin, puis comment collectivement on peut penser avec le promoteur à essayer de surmonter les défis auxquels il fait face au quotidien dans le développement de son projet. Parce que il y a une idée de base, et les étapes pour se rendre à une idée sont souvent peut-être un peu plus complexes. Oui. Bon, même si on a de l'expérience, souvent quand on essaie d'innover, on peut se retrouver avec certains bâtons dans les roues. Et comment est-ce qu'on fait pour partir d'une idée qui a l'air géniale et la rendre à son bon port et surtout avec l'idée originale et non pas l'avoir modifiée tellement que ça ressemble plus à l'idée qu'on avait au départ? Je pense que la clé d'abord et avant tout, c'est d'avoir une idée qui émane d'un besoin des entrepreneurs. Donc ça, je pense que c'est vraiment la clé du développement du secteur. C'est la raison pour laquelle la consultation pour nous était très importante. Ensuite, je pense que la concertation permet d'avoir plusieurs expertises autour de la table, puis d'essayer de développer au mieux les initiatives qu'on a. Puis ça arrive, là, on fait des essais-erreurs, mais après, on les refait pas. Mais c'est ça. Fait que je pense que oui, la clé, c'est
que ça émane du milieu, puis ensuite qu'il y ait une concertation multipartite d'acteurs qui ont des expertises, des connaissances différentes pour mener à bon port ces projets-là. Puis ça prend un porteur financier aussi. Oui, ça, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est ça, j'allais pas dire. Oui. Parce que les idées, c'est beau, mais il faut avoir un soutien, comme on dit, financier. Oui. Puis souvent, quand on parle d'agroalimentaire, c'est un soutien qui est assez important. Là, on parle pas de quelques milliers de dollars. Là, on parle souvent même dans le million, là, facilement. Là. Oui, c'est connu, là, ça prend 8 $ pour produire 1 $ en agriculture. Mais on est choyé en Outaouais parce qu'on a une entente sectorielle qui rassemble plusieurs ministères, plusieurs territoires, d'autres partenaires comme l'UPA puis Tourisme Outaouais. Puis c'est comme une enveloppe commune qui permet de subventionner des projets qui répondent aux objectifs qu'on a établis là, dans la planification. Puis c'est la première fois, pour vrai, là, pour être honnête avec vous, qu'on a vraiment les moyens de nos ambitions. Donc souvent, on fait des appels supplémentaires parce qu'il reste des sommes à affecter, ce qui est une bonne nouvelle. Là. Oui, effectivement. Oui, oui. Est-ce qu'on se limite justement à cause du passé, dire ouais, on n'a pas beaucoup de budget, on est habitué, faut couper tout le temps. Est-ce que justement les gens sont plus heureux de voir que finalement, oui, on va économiser de l'argent, mais finalement, il y a d'autres choses qui peuvent naître à cause de nos économies puis d'avoir pensé à l'économie en premier. Oui, tout à fait. Puis, ce que vous dites, c'est vrai parce qu'on est habitué de faire beaucoup avec eux. Oui. Je pense qu'on continue à le faire, mais avec plus de moyens. Fait qu'on amène beaucoup plus loin les initiatives qu'on porte. Puis, dans le cadre de l'entente sectorielle, c'est vraiment des initiatives, en tout cas entre 2020 et 2025, qui étaient vraiment à l'échelle régionale. Donc, ils pouvaient avoir plus de retombées dans un territoire, mais à terme, ça devait avoir des bénéfices pour toutes les entreprises de la région. Donc, c'était des gros projets. Il y en a de plusieurs centaines de milliers de dollars là, qui ont été subventionnés à travers cette entente-là. Oui. Et on parle de bioalimentaire. Là, c'est important de vraiment définir les termes parce que il y a peut-être une petite confusion là, entre le terme plus ministériel et le terme plus physique sur le terrain. Là. Oui, puis tout à fait. Puis c'est une confusion aussi au niveau des agriculteurs. Il faut le définir à chaque fois. Donc, le bioalimentaire, c'est le nouveau agroalimentaire. Il ne faut pas le confondre avec la régie biologique là, de production agricole. Dans le fond, le bioalimentaire, ça vient de bios, en latin, qui veut dire vivant. Ça rassemble toutes les filières de la production à la consommation. Puis au niveau de la production, ça comprend pas seulement l'agriculture, ça comprend aussi l'aquaculture et les pêcheries. Ah, OK. Oui, donc c'est l'une des raisons pour laquelle on a élargi le terme au ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation. Donc, c'est ça. Au niveau de la production, c'est ces éléments-là. Au niveau de la transformation, on a l'agrotransformation. La transformation qui est réalisée directement à la ferme par un producteur en même sa production. On a de la transformation artisanale. On a de la transformation un peu plus industrielle. Au niveau du commerce, on a commerce de détail, commerce de gros. On a les services alimentaires dans l'hôtellerie, la restauration, les institutions. Puis, tout ça jusqu'à l'assiette du consommateur. Puis après aussi, avec une réflexion sur la revalorisation des résidus alimentaires. Là. Quand on pense à tous ces secteurs-là, l'agroalimentaire, le bioalimentaire et compagnie, c'est beaucoup de monde. Est-ce qu'on a évalué en Outaouais combien d'emplois ça peut représenter le secteur au complet? Parce que là, on en a nommé là, juste les restaurants, de la ferme à l'assiette, il y a beaucoup de monde. Là. C'est plusieurs milliers d'emplois. C'est sûr que quand on inclut tout ce qui est commerce de détail et restauration, on augmente vraiment le nombre d'emplois qui est lié au secteur. Je ne sais plus par cœur, là, par exemple, mais le ministère de l'Agriculture a produit un portrait de la région avec toutes les données sur le PIB puis le nombre d'emplois, mais c'est considérable là, au niveau du PIB régional. J'imagine, parce que quand on parle de développement aussi, là, il y a tout un autre pan. Là. L'industrie, c'est pas juste les gens qui vont la produire, cette nourriture-là. Pour que ça se rende et pour que ce soit efficace, là, on a un plan, on veut développer un plan. Et ce plan-là, on a eu des idées, des données, tout le monde a apporté, et on prévoit le sortir pour quand?
Au printemps. Donc, pour le moment, on est déjà en phase de synthèse des données qu'on a collectées à l'occasion du forum. On est en train de réviser le plan d'action à la lumière de ce qui nous a été suggéré. Puis, c'est ça, on va le lancer au printemps, probablement en avril. Puis, en même temps, on va probablement annoncer le renouvellement de l'entente sectorielle qui va venir permettre de subventionner les actions qui découlent de ce plan-là. Et ce plan-là, est-ce que c'est la première fois qu'on le fait? Et qu'est-ce qu'il y a de différent avec les anciens qu'on a fait? Oui, donc, nous, à la base, notre mission, c'est d'élaborer cette planification-là. Donc, la planification existe depuis 1997, mais c'est une planification quinquennale. Oui. Donc, la dernière planification venait à échéance en 2025, puis il y avait l'argent dans l'enveloppe de l'entente sectorielle pour pouvoir la renouveler dès cette année. Donc, c'est pour ça qu'on a procédé. Mais c'est ça, puis la différence, je dirais que les concepts, les référents en développement, la réflexion sur la façon de développer nos territoires a changé depuis 1997. Par exemple, dans la vision, cette fois-ci, c'était le cas aussi dans la dernière, mais pas dans les précédentes, on s'oriente vraiment vers le développement de systèmes alimentaires durables à l'échelle des territoires, des régions. Comment on peut créer des synergies entre toutes les filières du secteur bioalimentaire pour faire en sorte que, toutes les actions soient arrimées puis que les retombées soient maximisées aussi sur le territoire, qu'il n'y ait pas de dédoublement inutile. Oui. On parle souvent de gaspillage alimentaire. J'en parlais un peu plus tôt cette semaine avec la ministre Chantal Rouleau. Il y a encore beaucoup de gaspillage alimentaire qui se fait et pour l'industrie, c'est pas payant parce que, on peut parler des gens qui vont gaspiller ça. À une certaine limite, on est rendu au bout de la chaîne. Mais dans le milieu de la chaîne, il faut que tout soit efficace. Comment est-ce qu'on fait pour... Justement, on parle de synergie. Comment est-ce qu'on fait pour les unir pour que le maximum de nourriture possible soit exploité? Et pour les industries, les agriculteurs, c'est intéressant de maximiser leur production. Mm-hmm. Oui, puis il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. D'une part, il y a les pertes alimentaires et il y a le gaspillage alimentaire. Au niveau de la production, de la transformation, surtout au niveau de la production, je dirais, les producteurs, quand ils plantent quelque chose, ils espèrent le vendre. Ouais, oui. Donc, c'est pas nécessairement du gaspillage, c'est plus une perte alimentaire pour eux. Ouais. Pour tout ce qui est le reste de la filière, dans la transformation et tout ça, oui, il y a du gaspillage qui est réalisé. On a déjà subventionné à travers l'entente sectorielle un projet, justement, qui était réalisé par le CREDO, le Conseil régional en environnement et en développement durable de l'Outaouais, qui visait à faire une analyse de flux. Donc, à travers la filière, où sont les pertes, où est le gaspillage alimentaire, identifier les poches intéressantes, puis voir après les maillages à l'intérieur de l'industrie qu'on pouvait faire entre les entreprises. Parce que un extrant, donc un résidu pour une entreprise peut être un intrant pour une autre, oui, que ce soit en consommation alimentaire humaine, animal aussi, ou du compost. Ou, oui. Donc, je pense que à terme, il y a la volonté de prendre cette étude-là, de l'amener plus loin au niveau de synergie industrielle entre entreprises. Mais encore faut-il avoir un agent ou subventionné ou un projet subventionné pour le faire. Oui, parce que, tout ça, c'est beau, dire, un va donner à l'autre ou va vendre à l'autre, mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tout le monde il gagne son pain, dans le fond. Oui, puis il faut développer les connaissances aussi. On connaît pas nécessairement tous les bénéfices de la valorisation de certains résidus puis de la façon dont ils peuvent être récupérés de manière efficace aussi. Donc, il y a une phase de documentation, il y a une phase de maillage entre entreprises, puis après, il y a une phase de test. Est-ce que c'est une solution gagnant-gagnant? C'est toujours un plaisir de parler d'agroalimentaire, de parler de production, et je pense qu'on va en parler encore pour longtemps. Merci beaucoup, Aurélie Boyer, directrice générale de la table agroalimentaire de l'Outaouais. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Quand on organise un événement, bien souvent, on le fait pour son propre plaisir, bien sûr, parce que c'est quelque chose qu'on aime. Mais quand les autres le reconnaissent, là, c'est doublement plus intéressant de poursuivre et on trouve que notre mission est accomplie. C'est ce qui est arrivé à mon prochain invité et qui est président du Festival Ripontrade, Monsieur Martin Sabourin. Bonjour. Salut. Comme je disais d'entrée de jeu, le Festival Ripontrade est parti d'une volonté. Évidemment, les Sabourins, on connaît le groupe, évidemment,
Tout est dans tout. Tout est dans tout, ouais. Mais c'est justement, à un moment donné, on va faire des choses. Bon, on ne s'attend pas nécessairement à ce que ce soit reconnu, qu'on ait des prix. Nous autres, on le fait pour notre propre intérêt. Mais là, vous avez gagné un prix, c'est quand même assez prestigieux. Oui, tout à fait. Puis comme tu le dis si bien, on n'a pas fondé le festival pour recevoir des prix en partant. Oui, ça, c'est sûr. Oui. Mais rendu à l'étape où on est présentement, la popularité qu'on gagne d'année en année, je te dirais qu'on est très content, très fiers de ce prix-là. Le prix, ça vient du Conseil québécois de la musique. C'était la 28e édition quand même du gala des prix Opus. Les prix qui sont remis s'appellent les prix Opus. Il y avait 32 catégories et nous, on a gagné le prix Opus Région. Alors, ils ont créé une catégorie qui s'appelle prix Opus Région pour des créateurs d'événements en région, extérieur à Québec et Montréal. Parce qu'il y avait le prix Opus Montréal et le prix Opus Québec, si ma mémoire est bonne. Et prix Opus Région, ben, c'est nous, à Ripon, qui l'avons remporté. Fait qu'on est très fiers. Et ça, c'est pour l'édition 2023. Et c'est là que je me suis... Quand j'ai vu le communiqué de presse, je me suis dit, c'est bizarre. Ils ont fait une édition 2024, mais celle-là, non. Puis on est en 2025. Comment ça s'est arrangé? C'est des technicalités. De mémoire, c'est la période d'ouverture. C'est du 1er septembre au 30 août. Ah, tu comprends? Vous étiez en septembre. Et nous, notre événement se trouve à la deuxième fin de semaine de septembre. Donc, on tombe dans l'année... Alors, tu sais, comme là, les prix Opus pour l'année prochaine, je pense, ne sont pas encore ouverts. Okay. Tu sais, ça va être comme juste en septembre prochain. C'est pour ça qu'on est décalé d'un an, pour cette raison-là. Okay. Parce qu'en réalité, avec la popularité qu'on a eue cette année, on a une augmentation par rapport à 2023 d'environ 35 % d'achalandage. Wow, c'est immense. Oui. Puis 2023 par rapport à 2022, on avait connu une augmentation d'à peu près peut-être la même chose, je dirais 25 %. Alors, le prix qu'on a remporté dimanche dernier, c'était pour justement l'édition 2023 qui s'était tenue. C'était du 14 au 17 septembre 2023. C'est vraiment un honneur de recevoir un prix parce que, bon, on sait, des festivals en région, il y en a, comme on dit, un char puis une barge. Là. Je pense que les régions sont pratiquement aussi fertiles en festival que Montréal ou Québec. Donc, de gagner par-dessus tout le monde, c'est vraiment impressionnant. Écoute, oui, on est quand même très, très... C'est sûr qu'il faut porter la candidature, il faut amener notre candidature. Il y a peut-être, j'imagine, des événements, des festivals qui n'ont pas nécessairement, disons, déposé leur candidature. Ou qui ne connaissent pas le prix. Peut-être, tu sais, que l'organisme ou pourtant l'information nous est transmise, mais nous, on a déposé... C'était la deuxième fois qu'on déposait notre candidature. On l'a déposé pour l'édition 2022, donc l'an dernier. Et puis cette année, bien, on avait redéposé. Et on a été les lauréats de la catégorie. Mais oui, on est fiers parce que c'est grand le Québec. Puis, tu sais, des événements, il y en a plein, là, tu sais, là, à travers le Québec. Donc, il fallait avoir un certain critère. Comme nous, c'est dans la musique traditionnelle. Il faut que les événements touchent à différents types de musique aussi. Donc, nous, on entrait très bien dans les catégories parce qu'on représente aussi la musique traditionnelle qui est dans les prix, disons, dans les catégories qui sont soulignées, si tu veux, par le Conseil québécois de la musique, par les prix Opus. Là. Et pour, on peut pas parler à un sabourin sans parler du Diable à 5 qui, justement, lève presque autant, sinon plus, que le festival. Ils sont rendus avec une portée plus qu'internationale. Les demandes fusent de toutes parts. On les voit d'ailleurs. On essaie d'avoir un des sabourins. Je pense que c'est Éloi qui fait les entrevues d'habitude. On essaie de l'avoir en studio, mais il est tout le temps pris partout. Donc, ça doit être quand même... Vous devez être quand même fiers de voir que la musique traditionnelle, même si, bon, on dit c'est traditionnel, mais c'est moderne quand même aussi parce que les gens aiment ça. Ah oui. Écoute, même dimanche dernier au gala, il y avait plusieurs représentations de groupes traditionnels. Puis il y a eu une présentation musicale de 3 duos de musique traditionnelle sur la scène. Puis il n'y a pas eu beaucoup de prestations musicales, dont il y en a eu 3 de musique traditionnelle.
ça démontre, disons, toute l'effervescence qu'il y a autour de la musique traditionnelle, des nouveaux groupes, des duos. Il y avait des duos que j'ai vus un duo, entre autres, que, mon Dieu, je pense que c'est la première fois que je les voyais. C'est très effervescent. C'est souvent des musiciens qui sont rattachés à plusieurs projets musicaux quand même, mais on voit l'effervescence. On voit vraiment, là, il y avait une belle communauté au niveau de la musique traditionnelle qui était présente lors du gala. Mais ça c'est un bon moment, là, je vous dirais, présentement dans la musique traditionnelle. Il y a un beau renouveau depuis plusieurs années, là, mais ça se persiste. Là. On voit que ça continue, là, là, du renouveau. Là. Oui. Qu'est-ce qui fait que les gens, justement, en veulent de la musique traditionnelle et de la nouvelle musique traditionnelle? Parce qu'à un moment donné, on peut rester avec nos vieux classiques, dire on aime ça, puis c'est tout, puis on fait juste rechanter les nouveaux classiques, les anciens classiques. Et puis, on l'adapte un peu à la sauce moderne. Et voilà, merci, bonsoir, tout est fait. Mais là, il y a des nouvelles chansons qui sont créées. Ah oui, tout Pourquoi à fait. les gens aiment ça? Ben moi, je pense, jusqu'à un certain point, c'est un peu dans notre fibre, là, tu sais. Je pense que ça rappelle un peu des souvenirs à chacun, tu sais, d'entendre. Tu sais, moi, je le vois avec les gens qui viennent au festival, puis il y en a plusieurs qui me disent, écoute, j'en écoute pas bien la musique traditionnelle à la maison. Mais là... Mais on manque pas le festival. C'est l'énergie, c'est tout ça, tu sais, c'est d'entendre cette musique-là. Puis je pense que ça nous rappelle beaucoup de beaux souvenirs, des fois, pour certaines personnes, des parties, au niveau de la famille, puis de voir les générations. Ça, je l'ai souligné lorsqu'on a reçu le prix. Une des fiertés qu'on a, c'est de voir vraiment qu'on touche à toutes les générations avec cette musique-là. 7 à 77 ans, mais même plus, là, plus bas. Là. Puis tu sais, devant la scène, là, nos soirées festives sous chapiteau, c'est les jeunes qui dansent. Là, c'est vraiment les jeunes ados de la région qui sont là à danser, à avoir du plaisir entre amis. Puis t'as les grands-parents qui sont assis là, quelques pieds plus loin dans notre zone assise. Puis tu sais, bien souvent, c'est le grand-père, le grand-mère qui est là, puis le ma tante. Puis tu sais... Alors ça, c'est une belle fierté qu'on a. Pour répondre vraiment à ta question, je pense que la musique traditionnelle, c'est toujours vivant, mais on dirait que c'est des cycles. Hein? C'est un peu normal. Il y a des modes. Il y a des modes, tout à fait. Je pense présentement, c'est un beau cycle avec le renouveau qu'on voit. Mais je pense que c'est tout ça qui amène le renouveau aussi, de voir la popularité, puis les groupes sortent des nouvelles choses, puis ça continue, ça fait vivre, dans le fond, la musique. Si on regarde juste nos vieux classiques, moi j'étais un tripeux de la vieille bottine, c'est comme tout le monde, mais d'entendre du nouveau, c'est tellement... C'est rafraîchissant. Ben oui, tout à fait. Et vous avez mentionné quelque chose que j'ai vraiment aimé. Vous dites, les gens me disent « Ah, j'en écoute pas ben chez moi, mais je pense que la musique traditionnelle, et détrompez-moi si je me trompe, c'est une musique qui est plus propice à entendre live. » Oui. Parce que l'énergie, vous en avez mentionné, là, l'énergie quand les gars jouent, juste voir, je me souviens du tape de pied de la bottine souriante. Ouais. Juste ce gars-là fait un show à lui-même. C'est quelque chose. Quand on l'entend sur CD, on entend quelqu'un taper sur des pieds. C'est vrai. Mais le voir, c'est quelque chose. C'est définitif. Tu sais, puis la musique traditionnelle était transmise comment? Oui, par la tradition pas orale. Si longtemps, en réalité. Là, si on remonte à plus de 50 ans, là, ben, c'était dans les cuisines, dans les salons, quand le monde... Puis les parties, tu sais, nous, on fait ça à Ripon, puis c'était un peu comme ça dans toutes les petites communautés, régions, etc. C'était effervescent à Ripon, mais... Tu sais, moi, j'ai des vieux qui me comptent. Il y avait la gang de musiciens de la Valençay. C'était eux autres qu'on collait pour les mariages, pour les parties. C'était eux autres qui venaient jouer dans nos maisons. C'était les DJ de la place. Ah oui, dans le rang 5, mais c'était les telles familles. Eux autres, là, ça venait jouer dans les cuisines. Puis c'était comme ça, c'était transmis, tu comprends? Fait que je pense que l'aspect live, je sais pas, ça vient peut-être de là, mais aussi l'énergie de la musique. Quand tu les entends sur scène, de voir un groupe de musique traditionnelle, c'est vraiment autre chose qu'en CD. Là, et là, vous avez gagné un prix pour l'édition 2023. Oui. Peut-être aussi, pourquoi pas un 2? Pourquoi pas un 3? On dit ça vient tout à part 3. Hein? Mais pour l'édition 2025, on va s'attendre à quoi? Parce que là, on a mis la barre quand même assez haute. Il faut y aller d'une coche de plus, là. Oui, écoute, la programmation n'est pas encore finalisée, fait que je peux pas dévoiler grand-chose aujourd'hui au niveau de la programmation. Ce que je peux vous dire, ça va se tenir du 11 au 14 septembre prochain.
toujours au village de Ripon. Toujours la même formule, c'est-à-dire le site principal est au site municipal. Mm-hmm. On a un chapiteau, les spectacles de vendredi soir, samedi soir sous chapiteau. Le jeudi soir en salle. On a une soirée plus intimiste et aussi une soirée féminine le jeudi soir. Oh. La formule, on l'aime bien, ce qui veut dire qu'on va répéter cette formule-là cette année. Et notre samedi, qui est la journée que beaucoup de gens, ben là, c'est tout le village qui est ouvert, qui est en fête. Ça veut dire qu'il y a des spectacles partout dans le village. Il y en a dans les maisons, dans les cours de maison. Puis ça, on garde la formule, c'est sûr. On a même des défis parce que plus de monde, les cuisines ne s'agrandissent pas, là. Non, effectivement. Les maisons sont pleines, là. Donc, on pense à des choses. On pense à ça, je peux vous dire, là, on a des nouveautés cette année qu'on est en train de développer, que je pense va intéresser une partie de nos festivaliers. Et aussi, je pense au niveau municipal, oui. Les instances municipales, ben quand on fait un festival, c'est évident qu'il faut les avoir de notre côté. Oui. Et je pense qu'ils sont fiers aussi de voir ce que le festival Ripon-Trad amène à la municipalité. Puis, au-delà de ça, la municipalité, premièrement, ben, je les remercie. J'essaie de le dire le plus souvent possible. On a une belle collaboration. Ils sont ouverts à ça. Mais aussi les gens de Ripon, tu sais. Tu sais, peut-être bien des villages qui diraient... la musique, vous nous dérangez pas mal. Là, c'est le volume. C'est ça, là, tu sais. On a eu 7000 entrées l'année dernière dans un village de... C'est 1700, là, à Ripon, 1700 personnes, incluant tous les rangs autour. Donc, peut-être 1000 personnes dans le village. Mm-hmm. Il y en a 7000 qui ont rentré à nos guichets, là. Donc, il y a pas mal de monde en place, là. Tu sais, on vire le village à l'envers. Mais on a une belle collaboration. Mm-hmm. Les gens du village sont fiers. Les gens du village ouvrent leur maison. La municipalité, évidemment, qu'elle est très fière de cet événement-là. On a une belle collaboration. Je pense qu'on a un bel endroit pour tenir un style de festival comme on fait à Ripon. C'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui est tellement enthousiaste par rapport à son événement. Ben, continuez comme ça. M. Martin Sabourin, président du Festival Ripon-Trad. Toujours un plaisir. Puis, aussitôt que vous avez des scoops, là, oui. Venez-vous-en, on est là. All right, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 28 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Martin Sabourin, président du Festival Ripon-Trad, et également Aurélie Boyer, directrice générale de la table agroalimentaire de l'Outaouais. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit une prochaine pour un autre Studio Libre.